Bienvenue dans le podcast de la Chambre des notaires du Bas-Rhin sur la création d'entreprises, prêt pour le grand saut. Avec nous, Maître Laurent Criqui. Bonjour. Bonjour. Maître Criqui, j'ai l'intention de créer mon entreprise. Quel est l'intérêt de me faire assister par un notaire ? Alors l'intérêt de se faire assister par un notaire, je pense que c'est d'avoir une vision assez transversale, puisque il va falloir effectivement d'un côté protéger un petit peu son patrimoine. Donc quand on se lance dans une entreprise, il va falloir nous indiquer quel est le projet, c'est-à-dire est-ce que c'est un projet seul, est-ce que c'est un projet à deux, et on va pouvoir, je dirais, orienter les personnes tant par rapport, on va dire, à leur futur régime matrimonial, s'ils envisagent de se marier par exemple, les gens, que par rapport à une création éventuellement de société, à la rédaction des statuts notamment. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on va pouvoir éventuellement les orienter un petit peu vers d'autres professionnels, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la création d'entreprise, il y a une sorte de synergie qui doit se créer entre différents professionnels, que sont nous les notaires, que sont aussi sans doute les comptables et éventuellement d'autres collectivités qui peuvent procéder à des aides, des choses comme ça. Donc l'intérêt du notaire, je pense, c'est d'avoir une base de renseignements et après une appréciation notamment au niveau de la rédaction notamment des statuts si on envisage de créer une société ou éventuellement de la rédaction, par exemple, de choses comme une déclaration d'insaisissabilité. Alors c'est difficile à dire, mais en grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va protéger sa résidence principale, notamment par rapport à son activité professionnelle. Alors on pense plus souvent à l'avocat fiscaliste pour créer son entreprise qu'à consulter un notaire. Oui, c'est vrai que c'est pas faux effectivement de dire ça, puisque là, on n'a pas en tant que notaire une situation de monopole. C'est vrai que c'est pas comme en droit de l'immobilier ou en droit de transmission, donation ou succession, par exemple, où là effectivement on a un monopole. Là, on est en situation concurrentielle avec d'autres professions. Donc c'est à nous, je pense, d'apporter un petit peu notre expérience au niveau de la famille. L'intérêt aussi de nous voir, c'est que souvent les gens, ils nous voient plusieurs fois dans le courant de leur vie. Ils commencent, contrat de mariage, ensuite ils vont créer leur entreprise, ils vont acheter des biens. Donc nous, on a une vision assez fidèle de la situation de chaque personne et ça va nous permettre de les orienter au mieux au niveau du conseil par rapport à la création. Est-ce qu'on va opter pour une entreprise individuelle ? Est-ce qu'on va opter pour une forme plus de société, par exemple ? Oui, alors vous l'avez dit auparavant, il faut se faire conseiller, savoir bien s'entourer. Il n'y a pas que le notaire pour conseiller. Il y a les banques, les organismes d'aide à la création d'entreprises qui sont également indispensables. C'est sûr, effectivement, ça permet effectivement d'orienter les personnes. Voilà, forcément, la personne qui va créer son entreprise, elle va devoir faire un business plan. Ce business plan, donc, c'est une prévision de ce que l'entreprise va gagner par la suite. Ça va effectivement être fait par un comptable. Ensuite, la personne va être orientée certainement plus vers une banque pour le financement. Mais nous, on va pouvoir plus conseiller par rapport à la protection de son patrimoine privé vis-à-vis de son futur patrimoine professionnel. Ça, c'est effectivement le premier point où je pense que là, on a vraiment l'expertise et l'expérience à ce niveau-là à apporter. Et ensuite, ça va être au niveau de la rédaction des statuts. Donc, rédiger les statuts pour les adapter justement en considération des souhaits de la personne. Et éventuellement, si c'est une personne, pas forcément jeune, on crée son entreprise, on n'est pas obligé d'avoir 20 ans pour créer son entreprise, on peut en avoir peut-être 50, voire plus, peut-être éventuellement pour prévoir par la suite une transmission à ses enfants. Donc on va pouvoir aussi conseiller à ce niveau-là la rédaction des statuts. Donc les statuts, c'est un peu, pour dire au niveau d'une société, c'est un peu la règle du jeu, on va dire, de la société. Et on va lui donner un nom, on va lui donner un objet, c'est-à-dire ce pourquoi elle a été créée finalement. Et ça va permettre effectivement aux gens d'avancer et de protéger, on va dire, son patrimoine privé et le patrimoine professionnel en cas, on va dire, de problématiques par rapport à l'entreprise si elle venait à ne plus bien fonctionner. Oui, alors les statuts juridiques, que choisir ? Il y a SARL, SAS, entreprise individuelle, il y en a d'autres encore. Expliquez-moi un petit peu en fonction des situations, quel est le statut le mieux approprié ?
Alors effectivement, il faut souvent raisonner au cas par cas. Il faut faire un petit questionnaire au début, avoir une discussion. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première discussion avec un notaire, c'est pour ça que les gens, il ne faut pas hésiter à ce qu'ils toquent à la porte d'un notaire. Le premier rendez-vous chez un notaire est toujours gratuit, ça il faut le savoir. Il n'y a pas de tarification. Donc voilà, si les gens ne souhaitent plus revenir par la suite et dire et concrétiser ailleurs, il n'y aura pas de taxation, il n'y aura pas de frais pour eux. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et après, effectivement, au niveau, je dirais au niveau du conseil, alors le plus qu'on peut donner, c'est effectivement de créer une forme de société. Alors, vous citiez SARL, alors qu'est-ce que ça veut dire? La société est à responsabilité limitée. L'intérêt, c'est qu'effectivement, si la responsabilité du futur dirigeant ou associé venait être engagée au niveau financier, elle serait limitée à l'apport qu'il a fait au niveau du capital de la société. Donc, s'il apporte 10 000 euros, en grosso modo, il ne pourrait être tenu que de 10 000 euros. Il sait déjà à quoi il va être tenu si jamais il y avait un problématique au niveau de l'entreprise. Donc ça peut être intéressant d'opter pour une forme de société. Alors souvent, effectivement, la forme de société la plus usitée, ça va être une SARL. Et après, si la société, on va dire, se développe, on va pouvoir éventuellement accueillir d'autres associés et on va pouvoir aller vers une SAS. Alors, c'est une société par action simplifiée. C'est un peu ce qu'on a appelé dans le temps les sociétés anonymes, mais de manière simplifiée, c'est-à-dire au niveau des statuts, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus simplifié au niveau de la rédaction et on pourra, je dirais, être qu'un seul associé finalement. Ce qui est pratique, c'est que maintenant, on peut créer sa société avec un seul associé, comme une entreprise individuelle. Mais la grosse différence avec l'entreprise individuelle, c'est qu'on est beaucoup mieux protégé, puisque l'entreprise individuelle, s'il y a un problème au niveau de l'entreprise individuelle, c'est tous ces biens, même ces biens personnels qui peuvent être éventuellement inquiétés. Donc, meilleure protection avec l'entreprise individuelle? Non, avec la société, avec à mon avis. Avec la société individuelle. Avec la société à responsabilité limitée. Je dirais toute forme sociétaire, on va dire. Dès qu'on crée une société, on va créer, on va dire, une personne totalement distincte. On va créer, voilà, on va lui donner un nom, et donc ce sera une personne à part. Et finalement, si cette personne-là, cette société a des difficultés, seule cette société aura des difficultés. Et pas du tout, on va dire, les autres biens de la personne qui aura créé cette société. Le statut SARL, c'est historiquement le plus ancien dans le droit des sociétés. Mais société par action simplifiée, c'est de plus en plus utilisé par les jeunes créateurs? Oui, c'est assez utilisé parce qu'effectivement, au niveau des statuts, on a une grande liberté rédactionnelle. C'est-à-dire qu'on peut, je dirais au niveau de la SARL, comme vous l'aviez très bien dit, c'est assez ancien. Donc on est soumis encore à beaucoup d'articles du Code de commerce. On est un peu limité au niveau de la rédaction. Alors que comme la SAS, c'est de création plus récent, là on a beaucoup plus de liberté et on va pouvoir proposer, je dirais aux gens, plus de liberté, prévoir plus de choses, plus de pactes éventuellement et de choses qu'on ne peut pas prévoir sous la forme de SARL. C'est pour ça que de plus en plus, effectivement, les gens optent pour une SAS, d'autant plus qu'on peut être aussi associé unique. Donc concrètement, en tant que notaire, vous allez définir le capital social, le siège social, le représentant légal de l'entreprise, et ensuite la société pourra exercer avec un extrait cabis ensuite? Voilà, alors effectivement, il y a un certain nombre de formalités. L'extrait cabis dont vous parlez, c'est un peu la carte d'identité de la société, avec effectivement la mention de son capital social. Alors ce qu'il faut savoir maintenant, au niveau du capital social, on n'est plus obligé d'apporter un gros capital social. On peut très bien se contenter d'un capital social de 1 000, 2 000 ou 3 000 euros. Alors effectivement, vis-à-vis d'une crédibilité au niveau des banques, c'est mieux d'avoir quand même un capital social un peu plus conséquent, peut-être de l'ordre de 10 000 euros. Mais effectivement, on n'est plus limité. On pourrait très bien, dans l'absolu, créer une société avec un capital de 1 euro. Voilà. Et donc, on va faire toutes les formalités préalables. On va faire la rédaction des statuts. On va déposer tout ça au registre du commerce qui va donner un numéro d'identification à la société. Et à ce moment-là, effectivement, ce cabis va permettre d'exercer pleinement au niveau de la vie sociale et de présenter le représentant légal qui va être dans la SARL le gérant et dans la SAS, il s'appelle le président, on va dire. Voilà. Mais en gros, la fonction, c'est la même. C'est lui qui gère, on va dire, la société et qui prend les décisions, notamment. Si l'entreprise a besoin d'un local commercial, vous intervenez aussi pour la signature du bail commercial ?
Oui, voilà, alors on peut intervenir effectivement dans la rédaction du bail commercial. L'intérêt pour moi d'un bail commercial établi par acte authentique, c'est notamment la force exécutoire de l'acte. C'est-à-dire quoi? C'est la force exécutoire, ça c'est quelque chose qu'on n'emploie pas très souvent. C'est la possibilité pour le propriétaire des murs de récupérer les loyers de manière beaucoup plus facile. Voilà, et l'intérêt, c'est aussi effectivement au niveau du rédactionnel, de la rédaction, d'apporter notre expertise à ce niveau-là. Et ça va créer donc un lien entre le propriétaire des locaux, bien sûr, et permettre l'exercice de l'activité commerciale concernée. Pour le choix du statut, vous avez dit il faut anticiper son projet d'entreprise, sa taille. Est-ce que ce sera une TPE, une PME? Enfin, dans quelques années, une PME, parce qu'au départ, on commence pas Mhm. tout de suite PME. Le nombre d'actionnaires, c'est parfois pas évident quand on débute d'être visionnaire sur sa future entreprise. Alors oui, ce qui est bien au niveau du principe de société, donc type SARL ou SAS, c'est qu'on peut accueillir par la suite de nouveaux associés qui vont apporter leur savoir-faire éventuellement, mais aussi leur capital éventuellement social. Donc on pourra faire ce qu'on appelle une levée de fonds, une personne extérieure qui va apporter une certaine somme d'argent, qui va augmenter le capital social. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir accueillir par la suite de nouveaux partenaires, de nouveaux associés. C'est assez modulable. C'est vrai que l'entreprise individuelle, forcément, on reste fixe. Il n'y a effectivement qu'une personne, qu'une entreprise, qu'un titulaire. Alors que effectivement, au niveau de la société, on va pouvoir même racheter des parts peut-être d'une autre société et donc du coup prendre, on va dire, le pouvoir d'une autre société. Alors sans aller jusqu'à Veolia Suez, ce qui se passe actuellement bien sûr au niveau des OPR, mais simplement un regroupement peut-être entre deux entités, deux SARL. Voilà, une entreprise dans l'électricité, une entreprise dans la charpente, pourquoi pas, qui s'unissent pour effectivement créer une seule société. Donc c'est un statut qui est assez modulable. C'est pour ça que rapidement, quand effectivement on est en entreprise individuelle, rapidement on va forcément aller vers une forme de société. Et vous l'avez dit, donc l'intérêt de passer devant le notaire quand on procède à cette création d'entreprise, c'est aussi protéger ses biens, son patrimoine, tout en Voilà. créant son entreprise. Voilà, puisque nous, on pourra apporter effectivement notre expertise vis-à-vis notamment des gens qui souhaitent se marier. On va plutôt leur conseiller un régime sans doute de séparation de biens, régime donc adopté forcément par contrat de mariage. Et par ce biais-là, forcément, le patrimoine du conjoint non exploitant sera totalement à l'abri, on va dire, du patrimoine de l'exploitant. Et on pourra effectivement le conseiller au mieux à ce niveau-là. Nous, forcément, là, on a une situation de monopole par rapport au contrat de mariage, mais l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir le conseiller au niveau patrimonial. Alors, bien sûr, toutes les personnes ne sont pas mariées. On peut être pacsé, par exemple, sous un régime d'ailleurs aussi de séparation de biens. Mais là, à ce niveau-là, on pourra peut-être l'orienter dans un premier temps vers d'autres structures et prendre des déclarations peut-être d'insaisissabilité par rapport à certains biens pour protéger plus particulièrement certains biens, créer, on va dire, alors un autre statut qui est un peu hybride, qui s'appelle le IRL. Bon, bref, ça, je ne m'attarde pas dessus, c'est pas très intéressant. Mais on va pouvoir vraiment, par le biais d'un contrat de mariage, protéger les gens. Donc là, c'est vrai que je mets à l'attention des gens, c'est très important, je pense, avant de se marier, de consulter un notaire, parce que voilà, si on ne fait pas de contrat avant de se marier, on sera forcément marié sous le régime de la communauté de biens Rito-Zaké, on n'aura pas le choix. Alors qu'effectivement, si on vient avant chez nous, là, on peut offrir un panel de choix pour chacun. Oui, pour éviter le pire en cas de faillite, on se protège. Notamment. Et en même temps, vous avez dit, on anticipe aussi la succession de l'entreprise grâce au notaire. Ah oui, alors on peut effectivement anticiper la succession, notamment au niveau de la rédaction des statuts et prévoir effectivement certaines clauses par rapport à la transmission en cas de décès, transmission effectivement en cas de donation éventuelle. Et là, on peut adapter effectivement les statuts et la rédaction de statuts, notamment effectivement en cas de ce qu'on appelle effectivement une réserve d'usufruit à son profit, c'est-à-dire on donne une partie des parts, mais on se garde quand même un certain pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir de gestion, les parents le gardent, mais en fait on transmet déjà en valeur une certaine partie aux enfants. Donc c'est effectivement important, on a une vision aussi de la transmission future et peut-être effectivement, on va dire, avec
du fait que les enfants puissent être par la suite partie prenante au niveau de la société. Merci pour tous ces conseils, maître Laurent Merci à vous, Criqui. avec plaisir.